Bonjour tout le monde, alors aujourd'hui, vidéo tuto destinée aux débutants. Je vais vous expliquer comment dépoussiérer votre unité centrale. Pour les PC portables, on le fera une prochaine fois, parce que malheureusement c'est assez variable d'un PC portable à un autre. Donc aujourd'hui, on va se concentrer exclusivement sur l'unité centrale. Donc vous aurez possiblement besoin d'un tournevis. C'est pas une obligation, ça dépendra de ce qu'on va voir juste après. Et ensuite, vous aurez besoin d'un pinceau. Alors là, c'est un pinceau assez large. C'est juste pour une histoire de pratique, ça sera un peu plus simple. Mais c'est pas une obligation d'avoir un pinceau aussi large que celui-là. Ça peut être un plus petit, machin, on s'en fiche. Parce que ça va permettre de pouvoir aller dans les endroits un petit peu compliqués d'accès. Et ensuite, il vous faudra un aspirateur ou bien, mon petit préféré, mais on y viendra tout à l'heure, le compresseur. Donc bien sûr, on commence par éteindre l'ordinateur. Donc, dans un premier temps, ce qu'on va chercher à faire, c'est à ouvrir l'unité centrale. Alors, il y a deux possibilités. Ou bien, vous allez avoir ce qu'on appelle des thumb screws. Thumb screw. En anglais, ça s'écrit comme ça. Ou sinon, vous aurez des vis tout à fait standards. Donc, pour les vis de pouce, c'est pas compliqué. On dévisse à la main. Et pour les standards, on dévisse tout simplement. Alors ensuite, pour ouvrir une unité centrale, encore une fois, il y a pas mal de variantes. Surtout, par exemple, les années 90 où on avait carrément cette partie-ci, cette partie derrière et la partie là qui était tout en un seul bloc, mais ça c'était il y a très longtemps. En général, ce qu'on va retrouver le plus souvent, alors encore une fois, c'est pas toujours obligatoire, mais on va souvent retrouver un panneau arrière qu'on peut enlever. Parfois, il peut être carrément fixé, auquel cas c'est pas très grave. Mais majoritairement, ce qui va nous intéresser, c'est cette partie-là. Vous avez un petit creux à ce niveau-là. Il suffit simplement de venir mettre votre main ici, et puis tout simplement, tac. Vous pouvez vous aider de vos deux mains, et vous tirez là. Et ensuite, vous ouvrez le panneau, tout simplement. Alors le panneau, petit conseil que je vous donne, évitez de le mettre debout. Essayez toujours de le mettre à plat. Comme ça vous évitera de le faire tomber et potentiellement de le casser. Surtout quand, par exemple, on a des panneaux avec des parties en verre. Alors, quand c'est du plexiglas, c'est un peu moins grave. Mais quand c'est des parties en verre, vous risqueriez de casser le verre. Donc, je vous conseille vraiment de mettre le panneau, si c'est en verre ou en matériau fragile, à plat sur une surface qui ne craint pas. Donc, comme on le voit ici, on a un maximum de poussière. On en a un petit peu partout. Alors, c'est tout à fait normal d'avoir de la poussière au bout d'un certain temps. Le tout, c'est d'éviter de la laisser s'installer trop longtemps. Donc déjà, dans un premier temps, ce qu'on va faire, c'est commencer à retirer toute la poussière le plus possible sans l'aspirateur. Donc on prend son pinceau, tout simplement, et on vient passer le pinceau un peu partout. Alors, il faut quand même y aller doucement parce qu'on a quand même des composants assez fragiles, donc il faut faire ça doucement, tranquillou. Moi, je suis habitué, donc il n'y a pas de problème. Et si vous avez peur de l'électricité statique, par exemple, si vous êtes sujet souvent à vous prendre des châtaignes, etc., en touchant des surfaces métalliques, un caddie de supermarché, ce genre de choses, et que vous vous dites « Ah purée, j'aurais peur de mettre... » voilà. Dans ce cas-là, c'est tout simple. Vous allez sur votre prise électrique et vous allez voir la petite tige qui ressort, c'est ce qu'on appelle le fil de terre. Et vous touchez ce fil de terre et vous serez instantanément déchargé de toute électricité statique. Et à partir de là, on peut commencer sans aucun problème à faire le nettoyage. Donc comme vous allez le voir, moi ce qui m'embête avec cette technique, c'est qu'elle va toujours quand même laisser des résidus un petit peu partout. Donc c'est pour ça que je disais que c'est pas ma technique préférée, clairement, parce que on peut pas aller n'importe où, on est assez limité sur ce qu'on peut faire malheureusement. Et je trouve que avec toute la bonne volonté du monde, il y a vraiment des endroits où ça va être un petit peu compliqué. Donc on peut, voilà, faut pas hésiter à aller dans le ventilateur. Voilà, et vous allez voir. Malheureusement, il reste pas mal de résidus un peu partout. Pareil, hein, le bloc d'alimentation qu'on a juste ici, lui aussi, il accumule de la poussière. Mais malheureusement, aller avec un pinceau, même plus petit, hein, ça n'a rien à voir avec la taille du pinceau, même plus petit, malheureusement, ça va être très compliqué de pouvoir accéder et puis retirer la poussière du bloc d'alimentation. Donc du coup, on va commencer à aspirer ce que j'ai déjà enlevé. Et puis, on va passer à l'étape supérieure.
Donc, comme on va le voir ici, il reste encore pas mal de petites poussières un peu partout qu'on peut pas malheureusement ou difficilement rattraper. Donc, c'est pour ça que je vous disais, par exemple, là c'est pareil. Hop là, purée, pas facile. Là c'est pareil, hein. Essayez d'aller chercher la poussière ici avec le pinceau et l'aspirateur. On aura beau faire tout ce qu'on veut, ce sera jamais vraiment très efficace. Donc quand on regarde un petit peu partout, on voit bien qu'il reste encore un petit peu de poussière, etc. Donc bon, c'est déjà pas mal, mais ça pourrait être un petit peu mieux. Franchement, après voilà, déjà dans un premier temps, faire un bon coup d'aspirateur, si vous n'avez que ça sous la main, ça peut être pas mal. Mais on va voir tout à l'heure qu'il peut être pas mal d'investir dans du matériel un petit peu plus sympa et qui aura l'avantage de pouvoir servir à autre chose en plus de ça. Alors j'entends très souvent les gens parler de la bombe d'air sec. Le problème de la bombe d'air sec, c'est que c'est absolument pas écologique. Alors au départ, comme beaucoup de monde, j'ai fait les essais avec de la bombe d'air sec, il y a très longtemps quand j'ai débuté. Ce que je me suis vite rendu compte, c'est que la bombe d'air sec, c'est tout sauf une bonne affaire. Parce que ça coûte pas en soi très cher, on est d'accord, mais il y a possibilité d'acheter quelque chose de beaucoup plus durable dans le temps et qui finalement revient à beaucoup moins cher. Le compresseur. Alors, le mien, il y a pas mal de petites choses dont on va parler. Donc, c'est pas du tout un placement produit, parce que je peux vous assurer que le mien, il a fait la guerre, hein, ça fait au moins 10 ans que je l'ai. C'est un compresseur qu'on appelle sans cuve. Pourquoi en avoir acheté un sans cuve? Parce que du coup, il y a quand même des avantages et des inconvénients. L'avantage, je dirais, numéro 1 d'un sans cuve, c'est que du coup, il n'y a pas de cuve, et la cuve, en général, c'est assez lourd. Et le fait de ne pas avoir de cuve, c'est un truc, c'est minuscule, quoi. C'est très facile à transporter, notamment si, par exemple, je sais pas, on est, par exemple, un informaticien qui va souvent chez les clients. Alors, hormis qu'il aura un petit inconvénient, c'est le bruit constant, mais en revanche, le truc, il est super léger, il est facile à transporter, et c'est très pratique. Et le deuxième point très important, c'est là où je voulais en venir, c'est que il n'y a pas de cuve. Alors pourquoi pas de cuve? En fait, l'inconvénient des cuves, c'est qu'elles vont pouvoir potentiellement éjecter de l'eau en plus de l'air. Et donc le fait d'avoir un compresseur sans cuve, le seul inconvénient pour moi, c'est le bruit constant. Mais bon, s'il fait assez rapidement et si on travaille bien, ça va assez vite. Mais l'avantage, du coup, c'est que de ne pas avoir de cuve, on n'aura pas cet effet d'humidité qu'on a notamment quand on l'utilise ou bien avec cuve, ou bien les bombes d'air sec. Parce que le problème des bombes d'air sec, c'est que de 1, sur le temps, ça coûte cher, globalement, alors que quand on achète ça, on l'achète une fois et on est tranquille. Le mien, je peux vous assurer, vraiment, il a fait la guerre, hein. Il est vraiment vieux. Il m'a fait une seule petite panne, pour être tout à fait franc avec vous, il n'y a pas longtemps. Et une toute petite panne à la con, c'est-à-dire que j'ai juste eu besoin de remplacer le petit bouton. Et donc, l'avantage d'avoir un compresseur, c'est que bon, forcément, on peut s'en servir pour son PC portable, fixe, etc. Alors, celui-ci, je vais vous montrer, il y a quand même des petites astuces, faut pas faire n'importe quoi, parce qu'il m'est quand même arrivé des tuiles au tout départ. C'est en faisant des bêtises qu'on apprend, comme on dit. Et donc, je vais vous montrer un petit peu comment ça fonctionne. Alors, la plupart des gens savent comment se sert d'un compresseur, mais c'est vrai qu'en informatique, il y a quand même 2-3 petites notions à avoir. Alors, celui-ci, vous verrez, si vous le cherchez sur le net, il est très facile à trouver. Et ce qui m'a surpris, c'est que au bout de 10 ans, il est encore au catalogue. Donc moi, je ne l'avais pas acheté sur Amazon, je l'avais acheté dans un magasin de bricolage il y a au moins 10 ans. Donc c'est sûr que, bon voilà, et clairement, comme je dis, les tuyaux sont un petit peu usés, le plastique, il est complètement dégueulasse, enfin, il est tout sunfadé. Et à l'intérieur, c'est tout simple, c'est simplement un piston, une courroie, enfin, il n'y a rien de bien spécifique. Mais franchement, ouais, bien pratique, parce que du coup, il est assez puissant pour faire plein de choses. C'est ça qui est bien, je trouve, là-dessus, c'est qu'on peut s'en servir, bien entendu, pour son ordinateur, mais on peut très bien aussi s'en servir, par exemple, pour regonfler ses pneus de voiture, etc. À la petite subtilité qu'il ne faut pas acheter n'importe quel type de manomètre pour aller avec, parce que malheureusement, n'importe quel outil de mesure doit être calibré, que ce soit un multimètre, que ce soit ce que vous voulez. Si vous voulez faire une mesure précise de quelque chose, forcément, il faut que l'outil de mesure soit calibré. Et moi, comme à mon avis pas mal de personnes, j'ai fait l'erreur d'acheter un manomètre nul, et résultat, ça m'a posé un petit peu de problème. Donc, essayez d'en trouver un de qualité, avec des bons retours, et qui soit calibré. Très important, il faut que ce soit calibré. Donc, alors, celui-ci, il fait, si je dis pas de bêtises, 8 bars de mémoire. Oui, c'est ça, 8 bars. Donc du coup,
avant de vous expliquer, avant de le démarrer, etc., le truc à savoir, c'est que, donc forcément, il y a pas mal de pression. Il faut surtout pas se mettre beaucoup trop près et envoyer l'air directement. Parce que le problème qu'il va y avoir, c'est que de 1, vous allez faire tourner le ventilateur super vite, donc ça risque d'user prématurément et bêtement les roulements, ce qui serait un peu dommage. Et deuxièmement, c'est qu'au tout départ, je suis venu beaucoup trop près du ventilateur, c'était sur un ventilateur de carte graphique, parce que ça aussi je vous montrerai comment faire pour dépoussiérer, remplacer la pâte thermique, etc. sur une carte graphique, je vous montrerai tout ça. Et donc la carte graphique avait des ventilateurs qui étaient très très fins, et je suis venu beaucoup trop près, et résultat, avec la pression du truc, j'ai cassé une pale. Donc c'est pour ça, moi ce que je vous conseille de faire, c'est d'y aller, entre guillemets, de manière graduelle. Petit à petit, vous vous rapprochez. Vous commencez par être au loin. Et si vous sentez que c'est pas encore suffisant, vous vous rapprochez petit à petit. Et la deuxième petite chose à savoir, c'est qu'il ne faut pas hésiter à mettre sa main sur le ventilateur pour le bloquer. Et ensuite, on va passer le coup de soufflette. Et là, ce sera super. Et on va également passer un coup de soufflette dans le bloc d'alimentation. Chose qu'on ne pouvait pas faire tout à l'heure avec le pinceau. Parce que le pinceau, forcément, il ne peut pas aller à l'intérieur. Alors qu'avec l'air, on peut quasiment aller partout. Et puis ce sera beaucoup plus puissant que d'avoir une simple bombe à air sec. Et puis sincèrement, celui-là, je crois qu'il m'avait coûté, allez, peut-être dans les un peu moins de 100 euros, peut-être 80 euros, quelque chose comme ça. Et clairement, il remplit encore vachement bien son office. Donc je passe le coup de soufflette, vous inquiétez pas, je coupe le son, je vais pas vous faire saigner des oreilles. Et on se retrouve juste après. Voilà, dépoussiérage terminé. Donc maintenant, je vais vous montrer un petit peu la différence. C'est vachement plus propre. Voilà, donc comme on le voit ici, il n'y a quasiment plus aucune poussière. Il y en a une petite là qui reste. Mais sinon, globalement, c'est quand même vachement mieux. Et puis même au niveau du ventilateur ici, je peux vous assurer qu'il y a zéro poussière. Donc du coup maintenant je vais vous donner quelques petits conseils pour éviter de le faire trop souvent. Donc dans un premier temps, ce que je vous conseille, si c'est possible pour vous, c'est d'essayer, dans la mesure du possible, de mettre votre tour en hauteur. C'est-à-dire de ne pas la mettre au sol, parce que forcément quand c'est au sol, ça accumule beaucoup plus de poussière, notamment si on a des gros ventilateurs qui soufflent fort, etc. Bah forcément, ils vont aspirer un maximum de poussière et ça va aller assez vite. Vous vous doutez bien que si vous avez des animaux de compagnie, il faudra le faire un peu plus souvent. Donc là, je vais vous montrer un petit truc. Normalement, on a des plaques ici qui servent à fermer ce qu'on appelle les slots PCI, PCI Express, etc. Ces emplacements qui sont là, normalement, ils sont censés être fermés. Moi, ils ne le sont pas parce que j'ai eu besoin de faire des petites modifs sur cette tour-là et j'avais des cartes qui étaient installées là. Donc, si jamais vous avez une tour où, en gros, ces emplacements-là, il y a un creux ici, ben, idéalement, il faudra remettre des plaques ici, ce qui ferme comme on a là, par exemple, en haut, là, et ce qui permet de fermer et d'éviter d'avoir de la poussière qui rentre. Et une fois que c'est fait, ben, c'est tout simple, hein. On fait le sens inverse. Hop. Alors, là, vous voyez, c'est un petit peu mal mis. Donc, faut pas hésiter à appuyer. Voilà. Ou alors, idéalement, vous vous mettez carrément comme ça. Vous appuyez bien partout sur les bords. Et là, ensuite, vous faites glisser. Et là, votre plaque, elle sera mise correctement. Et ensuite, on remet les vis ou les vis de pouce. Et c'est terminé. Donc on se retrouve sur mon unité centrale personnelle. Donc c'est un boîtier NZXT Phantom 820. Il y a déjà quelques années, mais il reste toujours très sympa visuellement. Il a notamment ce que moi j'appréciais beaucoup. Alors je sais certains vont se moquer, mais on a en façade possibilité de mettre encore des lecteurs. C'est toujours intéressant. Donc moi j'ai mis un lecteur Blu-ray en haut pour pouvoir faire de l'archivage.
punaise, il est lourd le bestiau. Donc, on va faire exactement la même chose qu'on a fait tout à l'heure. On l'éteint, on le dépoussière entièrement. Donc ce qu'on a en plus par rapport au modèle plus ancien de boîtier, c'est qu'on a un peu plus de filtres. Étant donné qu'on a un petit peu plus de ventilateur, c'est cohérent. Donc du coup, l'avantage également d'un boîtier moderne, c'est qu'on a beaucoup plus de possibilités de démontage. On peut démonter la partie du dessus, on peut démonter la façade à l'avant, les deux parties latérales. Donc c'est vraiment très modulable et c'est ça qui permet d'avoir des boîtiers modernes beaucoup plus faciles à nettoyer. Donc on l'éteint et on regarde ça de plus près. Donc comme tout à l'heure, moi ici, j'ai des vis à main. Donc vous les appelez comme vous voulez, Tom's Screw, je sais plus quoi. Voilà. Hop. Donc comme je disais, le panneau, pour ne pas l'abîmer, on va le poser à plat. Donc on commence par enlever le premier filtre à poussière. Hop, on le met de côté. Et un petit emplacement pour pouvoir passer sa main. On glisse sa main à cet endroit-là et on tire gentiment. Voilà. Tout simplement. Et donc vous allez voir ici, il y a des petites parties où il y a de la poussière qui s'infiltre. Donc là, le filtre anti-poussière, pareil, hein, c'est tout simple. On a juste à tirer très gentiment dessus. Et voilà, et là on a là la poussière. Donc là pareil, on va lui passer un petit coup de pinceau parce qu'il est un petit peu tard et que je ne vais pas m'amuser à faire du compresseur maintenant. Mais étant donné que je le fais assez souvent, ça suffira largement. Normalement, en toute logique, je devrais faire ça dehors, mais là malheureusement je peux vraiment pas. Voilà. Donc ensuite, on n'hésite pas à le faire également. Ici, on peut y aller vraiment un peu plus balèze parce que on peut y aller un petit peu plus fort parce que là, c'est déjà beaucoup moins fragile que sur une carte mère. Et il suffira de reproduire exactement la même chose sur le plastique du haut et également sur la porte latérale de l'autre côté. Et pour ma part, il me restera également un petit coup de soufflette dans les différents ventilateurs ainsi que dans l'alimentation. Ensuite, on n'oublie pas de remettre les différents filtres anti-poussière et on referme le tout. Donc en conclusion, je vous encourage vivement à le faire environ tous les 6 mois. Ça va vraiment dépendre également, comme je le disais, de si votre unité centrale elle est ou bien surélevée ou bien au sol. Faut pas hésiter non plus à le faire sur d'autres types d'appareils, hein, par exemple des consoles de jeux. Restez également bien vigilant si votre appareil est toujours sous garantie, parce que si jamais votre appareil l'est encore, certains appareils, quand on les démonte, il est possible que ça fasse sauter la garantie. Donc restez bien vigilant là-dessus. Essayez de le faire idéalement quand votre garantie est passée, comme ça vous risquez plus rien. Et donc si ce n'est pas fait suffisamment régulièrement, ce qui va se produire, c'est qu'on va avoir potentiellement un problème d'instabilité de l'ordinateur. On va avoir notamment ce qu'on appelle le thermal throttling. On va avoir en plus de ça la pâte thermique qui va s'user beaucoup plus rapidement. Elle va perdre ses propriétés de transfert thermique. Donc bref, sincèrement, faites-le régulièrement, ça vous évitera beaucoup de problèmes. La pâte thermique, on le verra plus tard dans une prochaine vidéo un peu plus en détail, que je vous explique comment on la remplace, les différentes qualités, etc. Peut-être aussi que je parlerai un petit peu du métal liquide, parce que c'est vrai qu'en ce moment, on en entend un petit peu parler par rapport à ce qui va concerner la PlayStation 5. Donc voilà, je vous ferai un petit détail un peu plus approfondi la prochaine fois. J'espère que cette vidéo vous aura plu. Donc je vous invite bien entendu à vous abonner, à liker, à partager, à ne pas hésiter à me laisser un petit commentaire si vous avez la moindre petite question. Il n'y a pas de souci, j'y répondrai avec plaisir. Je vous souhaite une bonne continuation. On se retrouve dans une prochaine vidéo. Salut!